francophonie, quelles sont les raisons officielles de la suspension du Niger? Nous nous interrogeons encore ce matin, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le Niger a décidé dimanche de suspendre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger décident de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation, a indiqué le colonel-major Abdourahmane Amadou, porte-parole du CNSP, dans un communiqué lu à la télévision publique. Il a expliqué que cette décision fait suite à la décision prise le 19 décembre courant par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de suspendre le Niger de ses instances. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux diktats et aux intérêts de la France, a-t-il martelé, ajoutant qu'avec cette suspension, l'OIF se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français. Dans un communiqué publié le 19 décembre dernier, le Conseil permanent de la francophonie a annoncé la suspension du Niger des instances de l'OIF en réaction, nous disent-ils, du coup d'État du 26 juillet dernier. Mais pourquoi avoir attendu seulement le 19 décembre dernier, alors qu'il faut le préciser, les militaires patriotes ont pris le pouvoir en juillet, le 26 juillet précisément, de l'année en cours. Pourquoi avoir seulement pris cette initiative maintenant? Est-ce parce que les derniers soldats français ont quitté le Niger le 22 décembre dernier? Ou alors est-ce parce que, ils ont voulu faire un coup de force justement aux autorités nigériennes et qu'ils n'ont pas réussi? Dans un communiqué donc publié le 19 décembre courant, le Conseil permanent de la francophonie a annoncé donc la suspension du Niger des instances de l'OIS en réaction au coup d'État du 26 juillet dernier. Donc, 5 mois plus tard, tout en appelant à la libération immédiate et sans condition du président renversé Mohamed Bazoum, le comité a exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel, appelant les autorités militaires à établir un chronogramme pour une sorte de transition, une sortie de transition, avec une durée limitée dans le temps. Est-ce à eux de le demander? Alors, qui sont-ils d'ailleurs pour marteler, crier sur les Nigériens de prendre cette décision? Allez savoir. Francophonie, quelles sont les raisons officielles de la suspension du Niger? Pour répondre à cette question, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les panafricanistes. Nous savons que ce combat est en train de prendre une autre dimension, que notre victoire désormais elle est certaine et ces acquis que nous sommes en train de réaliser dans cette lutte font que nous entrons dans une nouvelle ère du point de vue de l'humanité nouvelle en construction. Et tous les peuples qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que le panafricanisme est à la tête de toutes les révolutions dans le monde, tous les peuples qui nous suivent espèrent voir de la part des panafricanistes qu'ils fassent preuve d'imagination, de créativité, mais surtout d'inspiration divine, que nos ancêtres continuent de nous porter et de nous amener vers l'horizon de restauration de l'humanité. Jonathan Batengene, quelles sont les raisons officielles de la suspension du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie? La raison qui a été d'ailleurs évoquée par cette organisation, c'est le coup d'État du 26 juillet dernier. Mais pourquoi avoir attendu maintenant? Vous savez, on se pose bien des questions. Pourquoi avoir attendu maintenant? Pourquoi le Niger et pas le Mali? Pourquoi le Niger et pas le Burkina? Pourquoi le Niger et pas le Gabon? Là-bas, est-ce que ça s'est passé de manière démocratique, au sens libéral du mot? Vous voyez que le 2 poids, 8 mesures qui est utilisé nous fait comprendre qu'on est dans une action ciblée. Une action ciblée. Donc, il y a effectivement une volonté de nuire à l'image du Niger à l'international. Mais qu'est-ce que le Niger a fait de si grave? On ne nous dira pas que le Niger
a séquestré, parce que le communiqué sur le site de la francophonie, c'est qu'on a séquestré Bazoum et sa famille. Non. Nous savons, et les panafricanistes se sont fâchés du gouvernement de général Tchiani en disant, mais comment le général Tchiani peut laisser Bazoum avec 2 domestiques, 2 téléphones, une télévision, non, on parle de 4 télévisions dans sa résidence. Il est connecté au reste du monde, il a accès à ses laptops, mais on nous disait qu'il est en résidence surveillée. À la fin, Bazoum vivait mieux que moi, le petit panéliste panafricaniste ici sur le plateau. Oui. Et je crois que vous, mon frère Ngos, vous n'êtes pas mieux logé que ça. Et pourtant, on nous disait que c'était un prisonnier. Donc voilà l'homme qu'on dit être séquestré. Quelqu'un qui a accès à Internet à temps et à contre-temps. Qui cause avec Macron. Vous avez suivi. Macron se vantait en disant, j'ai appelé le président Bazoum. Un prisonnier qui est séquestré, mais qui a quand même la capacité de discuter des heures avec Macron. En toute intimité d'ailleurs. Oui. Un homme qu'on nous disait séquestré, que la CEDEAO a envoyé des émissaires tous les jours le rencontrer. C'est-à-dire, on nous dit qu'il est séquestré, mais au moins, chaque fois, le représentant de la CEDEAO sort d'une réunion avec lui, dit, nous avons rencontré l'ancien président Bazoum, il est en bonne santé, il est bien portant, il est bien traité, avec sa famille, il se porte bien. L'homme séquestré n'a pas de séquelles, encore moins de traces qui montrent qu'il serait séquestré. Vous voyez que le langage, les éléments de langage utilisés par la francophonie participent d'une désinformation. Donc, il y a une action de manipulation derrière. Il y a une action méchante qui est posée contre les autorités du Niger. En mentant sur la situation du président Bazoum, le présentant comme un homme séquestré, ils veulent à tout prix donner l'impression qu'il s'agit d'un simple règlement de compte entre factions rivales du gouvernement. Un autre élément, on dit que son gouvernement est séquestré également. Je veux savoir lequel des ministres de Bazoum actuellement est séquestré. Lequel? La francophonie innove même là dans son communiqué parce que même la CEDEAO n'a jamais dit que le gouvernement, l'ancien gouvernement a été séquestré. Vous voyez que là encore, on utilise des éléments et langages qui visent à désinformer l'opinion internationale. Maintenant, revenons sur le principe, l'interdiction et l'interdiction, les fameuses interdictions. Francophonie laisse croire que interdire le Niger de venir s'asseoir à la table des pays qui pensent la culture francophone, ça va véritablement impacter le pouvoir de Niamey au point où ces derniers vont dire ça, on nous interdit d'aller discuter de la langue française avec ceux qui parlent la langue française, mais c'est pas possible. Est-ce que ça empêche les communiqués de l'administration nigérienne d'être rédigés en français? Allez, ça va. Vous voyez que même en termes de moyens de pression, ça n'en est pas un. C'est-à-dire l'interdiction est nulle et non avenue. L'interdiction n'a aucun sens du point de vue de contrainte réelle du point de vue diplomatique. Mais qu'est-ce que l'interdiction? À quoi ça sert cette interdiction? L'interdiction sert essentiellement à créer dans les réseaux sociaux la longue trame d'une sorte de discrédit international de l'État nigérien. C'est ce qui est recherché par la diplomatie française quand elle actionne la question de l'interdiction. Alors beaucoup penseraient que non, nous sommes un peu trop suspicieux, aller dire que la France, oui, la francophonie est une organisation qui participe de l'influence culturelle de la France, du Canada, de la Suisse et de la Belgique. C'est pas moi qui le dis, c'est des données qui existent. En 1970, quand l'institution est mise sur pied, c'est à l'initiative de ces pays occidentaux. Et puis on va greffer à cela un ensemble de pays africains
qui, par le biais de la colonisation, ont été francophonisés. Voilà comment on crée la francophonie. Maintenant, ces pays par excellence occidentaux utilisent la francophonie comme moyen de pression. Par exemple, lorsque les ressortissants de Québec, lorsque les Français de Québec, parce qu'on nous dit les francophones, non, c'est bien plus que des francophones, c'est des Français, c'est des colons français qui se sont installés à Québec. Et c'est quand ces Français veulent revendiquer au niveau du Canada une identité particulière, ils s'appuient sur la francophonie culturelle. Au niveau de la Suisse romande, quand elle veut revendiquer son identité française, elle s'appuie sur la francophonie. Au niveau de la Belgique, effectivement, cette Belgique également francophone s'appuie sur la francophonie. Il s'agit donc de ces éléments, et vous savez que la couronne belge était francophone. Donc, cette dernière qui a colonisé le Congo a posé le couperet de la francophonie sur le Congo. C'est un outil diplomatique, c'est un outil géopolitique. Beaucoup diraient, bon, c'est trop facile. Mais prenons encore un autre cas, le dernier exemple. Quand Macron arrive au pouvoir, Madame Mushikiwabo, qui était ministre des Affaires étrangères du Rwanda, était très véhémente contre la France, surtout après le rapport de 2014 qui avait été réalisé sur le génocide de 1994. Pardon, le rapport de 2010 qui avait été réalisé. Les commissions qui ont travaillé, commissions mixtes franco-rwandaises qui ont travaillé sur le dossier, sont parvenues aux conclusions suivant lesquelles la France a une mainmise dans le génocide. Les Français ont certainement pesé de tout leur poids pour que ce ne soit pas clairement écrit que la France est responsable, si ce n'est co-responsable du génocide rwandais. Quand Hollande prend le pouvoir et que Macron est son ministre, tout le travail des officiels français, de la diplomatie française, sera de convaincre Kagame de trouver une détente avec la France, et ça avec la bénédiction des États-Unis, qui font comprendre à Kagame qu'effectivement, désormais la France elle-même est contrôlée par des pions des États-Unis. Et donc, la France n'est plus une France gaulliste, la France est désormais une France américaniste, une France états-unienne. Il faut donc que les deux pays qui sont désormais dans le même giron fassent une sorte de réconciliation. Kagame, convaincu par les États-Unis, va donc se rapprocher de l'administration qui va suivre Hollande, dans l'administration de monsieur Macron. Et quand Macron prend le pouvoir, vous voyez donc le premier geste, c'est la nomination de madame Mushikiwabo comme présidente de l'Organisation internationale de la francophonie. Or, le Rwanda a depuis 1996 décidé de n'être plus membre de la francophonie. Le Rwanda, contre toute attente, un pays qui a fait l'éloge de l'anglais, qui est hautement intégré dans le Commonwealth, qui n'est plus membre de la francophonie, va occuper la présidence de la francophonie. Tous les autres pays seront bouche bée. Pourquoi? Parce que la France, dans sa réconciliation avec le Rwanda, veut utiliser la francophonie. Vous voyez, cet exemple montre de manière palpable comment la francophonie est un outil géopolitique pour les comptes des intérêts purement français. Donc, quand vous revenez donc dans le cas du Niger, effectivement, dans le cas d'une contradiction entre le Niger et la France, les autorités françaises mettent cette fois-ci encore en contribution la francophonie. Et donc, la convocation du fameux Conseil permanent de la francophonie, la fameuse convocation par madame Mushikiwabo, qui est elle-même le fruit d'un compromis entre la France et le Rwanda, n'obéissait en fait qu'à un agenda qui vise à mettre davantage de pression, à créer une sorte de discrédit international, parce que n'oublions pas le modus operandi des diplomaties occidentales et surtout celle de l'OTAN, c'est que tout adversaire géopolitique doit désormais être isolé. Et donc, il s'agit d'une stratégie qui vise à tenter d'isoler le Niger. Mais c'est peine perdue.
Parce que le Niger, bien avant même que cette décision soit prise, avait déjà pris le soin de se retrouver intégré dans une alliance solide, une alliance avec 2 autres pays voisins, c'est l'alliance des États du Sahel. Est-ce que le Niger est obligé de parler la langue française? L'obligation de parler la langue française ne se pose plus aujourd'hui au niveau du Niger. Je tiens à rappeler qu'il y a de cela quelques jours, même une langue que nous considérons comme l'une des langues internationales les plus utiles en matière de business, en matière d'affaires, l'anglais, a été banni au profit du Swahili. C'est en Tanzanie. Et les Tanzaniens ne sont pas morts. Les Tanzaniens n'ont pas arrêté de vivre. Notons que pendant qu'on fait l'éloge de l'anglais dans les pays africains et dans beaucoup d'autres pays, il y a des pays dans le monde qui ne parlent pas anglais, mais leur population ne meurt pas. Et maintenant, prenons même la question de la langue pour ce qu'elle est. La langue est véhiculaire, par excellence, vernaculaire dans l'impérialisme. Véhiculaire, c'est quoi? La langue véhiculaire, c'est une langue qui peut être utilisée comme langue d'échange dans un espace donné. Quand vous prenez le Swahili c'est une langue véhiculaire en Afrique de l'Est et même dans une grande partie de l'Afrique centrale. Le Hausa, c'est une langue véhiculaire. Le Fulfulde, c'est une langue véhiculaire. Le Fangbeti Bulu, c'est une langue véhiculaire. C'est des langues qui peuvent simplement aujourd'hui, qui demandent simplement qui demandent simplement qu'on procède à la traduction des textes dans leur grammaire propre et dans leur orthographe propre. Et dès que vous avez fait cela, vous avez totalement procédé à la transformation de l'État. Or, en Afrique, la question de la langue se pose à ce niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même la terre qui, en 2050, va voir 50% de la richesse des ressources naturelles qui circulent dans les marchés mondiaux venir de nos terres. C'est quand même de chez nous que les ressources naturelles importantes vont sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous imposons aux autres peuples d'apprendre nos langues pour échanger avec nous, pour que nous leur vendions nos matières premières, ou bien pour nous leur vendions le produit fini que nous aurons transformé avec nos industries, ces peuples seront obligés de l'apprendre. Parce que l'anglais, c'était essentiellement parce que les pays anglo-saxons détenaient l'avancée technologique que l'anglais s'est imposé comme une langue des affaires. Quand vous vouliez acheter, vous devriez parler anglais. Aujourd'hui, que la Chine est devenue la première puissance industrielle du monde, qu'est-ce qui se passe? Même en Europe, il y a des centres pour apprendre le mandarin. Donc, pour les Africains, nous devons déjà préparer cela. Et donc, la question, pour y répondre, la langue française n'est pas indispensable pour les Africains. Elle n'est même plus vitale pour les pays africains. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase de décolonisation mentale. Et cette phase de décolonisation mentale veut que nous procédions à un changement de langue véhiculaire dans nos pays. Et que la langue française pourrait devenir à terme une langue vernaculaire dans les pays africains, c'est-à-dire une langue parlée par des minorités dans nos pays. Les langues africaines se posent désormais comme des langues véhiculaires. Et c'est les États, comme le Niger, comme l'a fait le Burkina Faso, comme est en train de le faire le Mali, comme l'a fait la Tanzanie de manière officielle, comme l'Éthiopie en son temps l'a déjà fait. Vous savez que la Mali, c'est bien parlé en Éthiopie. Donc, même chose. On pourrait le faire dans nos pays. Et nous devons être confiants. Il ne faut pas que les gens doutent. Nos langues, dès qu'on va les adopter et qu'on va parler dans nos langues, on n'a pas besoin d'aller encore apprendre leur langue pour faire certaines choses. Les ingénieurs, nous en avons. Les scientifiques, nous en avons. Les spécialistes de la langue, nous en avons. Donc, il suffit simplement que ces derniers mettent leur intelligence au service de nos peuples pour que nos langues prennent l'envol nécessaire et deviennent effectivement plus compétitives sur le marché. Dans le communiqué justement des autorités nigérianes pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, il est souligné, nous avons fouillé dans les archives et nous avons découvert finalement que le Niger faisait partie des pères fondateurs, alors des membres fondateurs de la francophonie.
Oui, à l'époque, c'est une aberration coloniale. Nous sommes pères fondateurs d'une langue qui est une langue coloniale, d'une organisation qui fait la promotion d'une langue coloniale. Ça arrive, mais ça, quand on avait mis l'Arban à la tête des États, vous comprenez que c'est cohérent. Mais le Niger aujourd'hui n'a pas vocation à défendre la langue française. Le Niger a des langues, par exemple le Hausa que j'ai cité. Le Hausa, c'est une langue qui est parlée par plus de 30 millions de locuteurs ici en Afrique. Donc, 30 millions, c'est petit, hein. C'est petit. Voilà, on parle de près de 100 millions. 300 millions. Près de 300 millions, voilà, de locuteurs à Hausa, excusez, pour le peu. Vous avez le Bambara qui est parlé par aussi près de 30 millions de locuteurs. Vous avez d'autres langues qui sont le Soussou, vous avez le Swahili, le Fufulde, le Kikongo. Il y a beaucoup de langues qui peuvent devenir des langues sur l'ensemble du continent. Nous devons simplement désormais procéder à ce niveau de formalisation. Le Niger, c'est une opportunité que la France a donnée au Niger de se concentrer dans le développement d'une langue nationale et dans la transformation du français en tant que langue vernaculaire et du passage à une langue véhiculaire, langue nationale des peuples du Niger. Merci à vous, Jonathan Batengene. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngos. Et nous pensons que chaque fois que vous savez, il y a ce qu'on appelait parfois ici en Afrique, au Cameroun particulièrement, ce qu'on appelait la clé 14. La clé 14, dans les bagarres, c'était votre coup entre le biceps et l'avant-bras de votre adversaire et le tout réuni là à la côte. Alors, quand il vous avait pris le coup dans cette posture, la seule solution, c'était d'abdiquer. Je crois que aujourd'hui, le colon et les ex-colons ou le colon est dans une clé 14 africaine. Maintenant, plus ils feront d'efforts, plus cette clé va se resserrer et ils vont s'asphyxier. Donc, le mieux pour eux serait d'abdiquer, de renoncer à toute leur velléité colonialiste, de comprendre qu'ils sont vaincus. Vous allez voir, ils vont poser des actes comme ça et vous comprenez que effectivement, ils n'ont plus d'autre choix que simplement d'abdiquer. Ils chassent le Niger. En fait, ils disent qu'ils chassent le Niger. Le Niger dit, ah, merci. Vous me rappelez que ça aussi, c'était un acte de décolonisation que je n'avais pas réalisé. Les Nigériens disent, on part et vous voyez comment ils courent après les Nigériens maintenant. Ils disent, non, on vous a pas chassé. On disait juste qu'on va vous. Ils disent, non, nous, on a compris que c'était utile. Vous allez voir que les colons vont poser toujours des actes comme ça. Pour eux, ça sera genre, ils se disent, nous sommes en train de mettre la pression sur eux. Mais en fait, ils nous donneront encore plus d'allant dans notre volonté de libération. Et pour nous, peuple africain, nous disons que c'est une aubaine. Tous ceux qui sont nés dans cette génération, tous ceux qui observent ce qui se passe, c'est un phénomène historique que nos ancêtres ont rêvé voir de leurs propres yeux. Et nous croyons que nos ancêtres accompagnent cette lutte. Ils sont fiers de ce que nous abattons. Nous saluons tous ceux qui sont engagés pour cette libération de l'Afrique. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée.